Ils sont la deuxième plus grande entreprise de Suisse. Ils avaient un chiffre d'affaires en 2013 qui sont à 240 milliards de dollars à peu près. Suite notamment à la fusion avec Xstrata, qui était un autre grand géant minier suisse, qui était très proche depuis longtemps de Glencore. Et à titre de comparaison, c'est intéressant de savoir aussi par rapport à la suite de ce qu'on verra, que le CEO de Glencore, Yvon Glasenberg, a touché en 2013, donc l'année où on a fait l'enquête, c'est pour ça aussi que j'ai gardé les chiffres de 2013, 1,4 million de dollars de salaire, ce qui n'est pas tellement élevé si vous comparez avec certains autres CEO suisses. Simplement, comme c'est l'actionnaire principal de son entreprise, il a touché aussi 182 millions de dollars de dividendes, qui s'ajoute donc à son salaire de base. Au Congo, Glencore est actif surtout dans le Katanga, donc c'est la zone que vous voyez en vert foncé, qui est vraiment située sur la ceinture de cuivre de l'Afrique, qui traverse aussi la Zambie et qui a des réserves énormes de cuivre et de cobalt dans le sous-sol. Ils ont deux filiales donc, qui contrôlent vraiment des entreprises dont ils sont actionnaires majoritaires et dans lesquelles ils ont placé un certain nombre de personnes clés dans le conseil d'administration. La première s'appelle Kamoto Copper Company et l'autre s'appelle Mutanda Mining. Ils ont principalement des mines à ciel ouvert, ils ont aussi une mine souterraine, un KCC qui ressemble à ça, dont ils extraient justement le cuivre et le cobalt. Ce cuivre et le cobalt, ensuite, il est transformé dans une sorte de boue, dans un concentrateur, c'est des énormes broyeuses. Et ensuite, cette boue, elle est amenée dans une autre usine, qui est une usine qui ressemble à ça, d'électrolyse, qui transforme en fait la boue par un procédé d'électrolyse en plaques de cuivre. Donc c'est des infrastructures énormes, c'est des investissements aussi énormes. Ils construisent sur place les usines à côté justement de ces mines que ces entreprises font. Ce qui est... Au niveau du Congo lui-même, si on regarde juste pour comparer un petit peu les chiffres, le Congo a un peu moins de 70 millions d'habitants et le budget d'État est de 7,1 milliards de dollars. Donc on a mis la comparaison avec la ville de Zurich, mais si on se souvient que le chiffre d'affaires de Glencore c'est à peu près 240 milliards de dollars, on voit bien le déséquilibre du rapport de force entre une telle entreprise multinationale et un État comme l'État du Congo, qui plus est un État qui est sorti il y a 15 ans d'une guerre, mais encore dans certaines mesures de zone de tension, et c'est un État qui reste aujourd'hui un État fragile, voire défaillant. Pour Glencore, ces investissements-là au Congo sont vraiment extrêmement stratégiques, c'est-à-dire que grâce à ces deux mines-là, ils fournissent environ 1/5 du marché mondial du cobalt, un peu moins en termes de pourcentage du marché mondial du cuivre, mais ce sont vraiment des investissements qui sont extrêmement significatifs pour eux. Regarde au fond l'évolution des investissements de Glencore. Glencore a commencé à investir au Congo en 2007 et ils sont devenus d'abord actionnaires majoritaires de cette firme qui s'appelle Kamoto Copper Company, la première filiale. L'histoire des licences et des contrats de ces mines, je ne m'arrête pas trop là-dessus, mais c'est aussi extrêmement intéressant à étudier parce qu'on voit que souvent ces entreprises vendent dans des pays comme le Congo peu après des guerres civiles et ils obtiennent des contrats extrêmement importants par rapport aux réserves du sous-sol sur des bases qui sont souvent très défavorables à l'État, ce qui est tout à fait le cas dans le cadre du contrat de KCC que Glencore a racheté à un investisseur belge et où au fond, par rapport à tout ce que l'État congolais amenait, c'était des mines qui avaient déjà été évaluées, on connaissait où étaient les filons de cuivre, une grande partie du creusement s'était déjà fait, il y avait déjà des usines, il fallait les relancer, les rénover, mais elles existaient déjà. Et au fond, ils ont obtenu ça pour vraiment des glupines, c'est pratiquement rien comme investissement. L'investisseur belge, ensuite, Glencore a racheté ça de cet investisseur belge. Si on regarde justement à partir de 2007-2008, les investissements que Glencore a pris au moment où ils sont devenus actionnaires majoritaires, on voit qu'ils ont beaucoup mis d'investissements et qu'ils ont énormément augmenté en fait la production de cuivre dans la mine de KCC. Ce qui est intéressant, c'est quand on regarde le rapport technique, ils avaient fait des plans de développement sur 5 ans qu'ils ont présentés aux actionnaires et ils ont décidé après 2 ans en fait, d'accélérer le développement de la mine.
Donc, ils ont décidé d'investir plus pour rénover plus rapidement et construire une nouvelle usine, et donc pouvoir plus vite augmenter la quantité de plaques de cuivre qui pouvaient sortir de ces usines. Et si on regarde dans le même temps qu'est-ce qui a été fait au niveau de la responsabilité sociale et environnementale, on voit que justement, il n'y a pas du tout les mêmes investissements qui ont été faits, voire même que les investissements pour développer plus vite la production se sont faits au détriment des droits humains et de l'environnement. Parce que si on regarde dans le détail, notamment un communiqué de presse de Glencore en 2009, ils ont annoncé aux actionnaires qu'ils allaient justement augmenter la rapidité de l'expansion et de la production, mais avec le cash flow existant. Et si on regarde, c'est au même moment où certains projets importants au niveau des droits humains ont aussi été gelés et ne se sont jamais réalisés, comme notamment la délocalisation de certaines personnes. Au niveau des problèmes de Glencore sur le terrain, en termes de droits humains et d'environnement, on n'aura pas le temps de s'arrêter sur tous. J'en développerai deux plus en détail. Il y a la pollution d'une rivière qui est la rivière Milou, qui est tout près de cette mine Camoët-Compagnie. On ira dans le détail après. Il y a le fait que la deuxième filiale Moumi est dans une réserve de chasse. Or, les réserves de chasse au Congo sont des réserves qui sont définies légalement comme des zones naturelles où en principe il n'y a aucune activité industrielle qui doit avoir lieu. Donc de facto, cette mine, c'est un peu comme si vous imaginiez une entreprise qui vient creuser une mine dans un parc naturel du Grison. C'est une zone protégée dans laquelle en principe il n'y a aucune activité économique qui peut se faire. Le troisième problème, c'est qu'il y a un manque de consultation avec les communautés locales. Selon le code minier congolais, les entreprises sont obligées de faire des études d'impact environnemental et social, et ils sont obligés de consulter les communautés locales. Après, quand on a été faire notre enquête sur place, on s'est rendu compte que les firmes, en fait, n'avaient que contacté les représentants des chefs locaux, les représentants des élites politiques, et que les communautés affectées, avec lesquelles on a vraiment parlé avec des centaines de personnes, personne n'avait été invité à ces consultations. Donc, il y a une forme de pseudo-consultation, une forme de consultation extrêmement élitiste, qui aboutit au fait que les communautés qui sont le plus impactées négativement par ces mines ne sont pas écoutées, ne sont pas entendues, et qu'il y a des décisions qui sont prises qui les concernent directement, qui ont un impact négatif, où il n'y a pas de mesures pour diminuer l'impact négatif. Dans le cas de Montagne, par exemple, la mine, à côté de la mine, il y a plusieurs villages, et les gens traversaient en fait une partie de la concession pour aller vendre leurs légumes au bord de la route. Et l'entreprise a fermé la route à un moment donné, ce qui de facto est son droit, parce que c'est leur concession, mais ils l'ont fait sans aucune consultation avec les communautés. Donc les communautés ont dû faire ensuite 15 à 20 km de détour, au lieu de faire 5 km, ils marchent souvent à pied ou en vélo, c'est une voiture, pour aller vendre leurs légumes au bord de la route. Ce qui est clairement une atteinte à leur droit au développement, aux possibilités d'avoir un revenu. Et la firme aurait pu les consulter pour voir comment faire en sorte que cette fermeture de route n'ait pas trop d'impact négatif. Il y a d'autres firmes au Congo qui, par exemple, mettent en place des services de bus pour amener les villageois ensuite au bord de la route. Dans le cas de Glencore, il n'y a rien de ce type qui a été fait. Et le dernier point, c'est les violences policières. Au Congo, il y a énormément et régulièrement des violences entre les polices privées des mines et les polices gouvernementales et différents creuseurs. Mais ça, on en développera aussi plus en détail. Et si on regarde plus en détail, la question de la pollution de l'eau, vous voyez vraiment un petit peu comment ça fonctionne dans la réalité. On a fait un deuxième rapport en avril 2012. Et dans ce deuxième rapport, on a documenté en fait la pollution de cette rivière. Donc si vous voyez, l'eau était noire, en fait quand on arrivait là-bas, ça sentait l'œuf pourri, si on met la main dedans, ça brûlait la main. Parce que de facto, l'usine hydrométallurgique rejetait de l'acide pratiquement pur dans la rivière. Il y avait un pH de 1,9, ce qui est de l'acide pratiquement pur. Il y a aussi des taux de cuivre, de cobalt, de manganèse qui sont au-dessus de toutes les normes autorisées. En avril 2012, il y a aussi la TSR qui est partie en fait au Congo, enfin ils sont partis avant, mais au moment où on a publié le rapport, il y a eu une émission à mise au point. Et puis il y a eu la BBC dans l'émission Panorama, qui est une grande émission phare de la BBC, qui avait aussi été sur place et puis qui a le même jour aussi diffusé leur reportage. Ce
Ce qui évidemment a amené Glencore à réagir, parce que juste par le projet de travail, si la BBC et la TSR, évidemment ça change quand même les enjeux pour les firmes. Et Glencore nous a répondu en 2012 qu'ils avaient résolu le problème. Donc au moment où on sortait le rapport, 3 jours avant, ils nous ont envoyé ces photos ainsi que la TSR et la BBC en disant voilà, on a résolu le problème. Si vous voyez la photo en bas à gauche, c'est en fait avant, c'était le canal Albert par lequel l'eau polluée arrivait dans la rivière Louilou. Et là, sur la photo qu'ils nous envoient, il n'y a plus qu'un filet d'eau. Et nous, on a tout de suite contacté nos partenaires sur place, on a été vérifié, et effectivement, l'eau ne coulait plus dans la rivière Louilou, le jour où on a publié le rapport. Sur la photo aussi en haut, vous voyez qu'ils nous ont dit qu'ils ont en quelque sorte mis en place un système avec des canalisations où ils rejetaient l'eau dans un bassin de rétention et donc que l'eau ne retournait plus dans la rivière, mais dans un énorme bassin qui se remplit petit à petit. Et une fois que ce bassin serait plein, ils creuseraient ou ils trouveraient un autre bassin. C'est souvent aussi des anciennes mines en fait, qu'ils utilisent pour évacuer l'eau. C'est quelque chose qui est assez fréquent au Congo. Simplement, quand on a travaillé sur notre 3e rapport, qu'on a publié en juin 2014, on s'est rendu compte que, de facto, la pollution continuait, alors pas à la même ampleur, mais qu'il y a des pollutions qui se poursuivaient. Donc la firme a mis en place, en quelque sorte, a résolu 50% du problème, et non pas 100% comme ils l'ont affirmé aussi la BBC et la TSR. La première chose qu'on a découvert, c'est qu'on ne voit pas très bien sur cette photo, mais le bassin qui est en haut, qui est le bassin de rétention, d'après nous, c'est une fausse photo, parce que quand on a visité les usines de Glencore, ça c'est une image satellite, le bassin de rétention qu'ils nous ont montré, qui est celui dans lequel effectivement aujourd'hui ils rejettent de l'eau, est un bassin, on voit qu'il n'y a pas de plastique sur ses bords, et puis qui est un bassin naturel, enfin le bassin d'une mine qui avait été creusée. Or le bassin qu'on voit sur l'image d'avant, c'est un bassin carré qui a du plastique sur les bords, qui est de facto un bassin comme celui qu'ils ont dans leur autre usine, mine, qui s'appelle Mutanda Mining. Donc, à notre avis, ils ont pris une photo de Mutanda Mining en avril 2012 en disant qu'ils avaient déjà résolu le problème, alors qu'en fait, leur solution a été de mettre l'eau dans ce bassin-là, et les images satellites, si on les regarde dans le temps, on voit que les canalisations, elles ont été faites seulement en juillet, entre juillet et décembre 2012 pour ce bassin-là, et qu'en avril 2012, il n'y avait encore pas de canalisation qui a mis l'eau dans ce bassin-là. Ensuite, l'autre chose qu'on a découvert, c'est qu'au fond, si l'eau se déversait plus dans la rivière à travers ce canal, c'est qu'ils ont simplement détourné la rivière. Donc la photo que vous voyez là, c'est en fait avant la rivière, elle allait de ce côté, ils ont bouché le lieu où elle se déversait dans la rivière Louilou, et donc ils ont créé une sorte de détour de la rivière qui ensuite continuait à se déverser dans la nature, et la nature ressemblait à ça en octobre et en octobre 2013 et en mars 2014. Et donc, il y avait de l'eau polluée qui continuait à s'écouler. On voit sur cette photo satellite-là, justement, que ici, vous avez les usines de Glencore, des bassins de rétention, et ce qu'on voit vers les flèches bleues, c'est de l'eau qui s'écoule de ces bassins de rétention. Donc, on voit ça avec les images satellites. Elles vont dans le canal Albert, et ensuite, on voit en haut qu'il y a ce coude, et ensuite l'eau, la ligne bleue du haut, c'est où l'eau continue à s'écouler, ensuite elle va quand même dans la rivière Louilou. Et on a fait des analyses de ces échantillons d'eau. Alors au niveau de l'acide, ça va beaucoup mieux, le pH était autour de 5,8, 5,9. La loi, en fait, le pH doit être de 6 pour être acceptable. Donc ils étaient pratiquement aux normes acceptables, mais les taux de cuivre et de cobalt, et même en partie de manganèse, dans ces effluents restaient au-dessus de toutes les normes permises et des normes de l'OMS. Et aussi de celle du code minier congolais. Donc ce qu'on voit très clairement avec cet exemple, c'est qu'au fond, Glencore connaissait la situation, ils savent très bien qu'il y a un problème de pollution d'eau. Suite à une certaine pression internationale, ils ont mis en place un certain nombre de mesures, mais ces mesures, ils n'ont pas résolu l'entièreté du problème vu qu'ils continuent à déverser de l'eau. Il semblerait qu'ils continuent à déverser de l'eau parce que certains des bassins qu'ils ont faits où il y a de l'eau qui est retenue pour être réutilisée dans l'usine, ne sont pas assez grands par rapport à toute la production de l'usine. Et donc, ils ouvrent les vannes et ils continuent quand même à déverser de l'eau polluée. Donc la firme sait pertinemment ce qui se passe, mais elle ne prend pas les mesures adéquates pour résoudre complètement le problème.
Un autre problème, et ça sera le dernier Glencore, concerne les violences policières. C'est un problème extrêmement grave au Congo, c'est-à-dire que vous avez des creuseurs artisanaux qui vont pratiquement à main nue dans des trous, enfin, sortir les minerais. Ils n'ont pratiquement pas de concession, ils peuvent faire ça. Donc le statut des creuseurs est légal, mais ils n'ont pratiquement aucune concession, ils peuvent faire ce travail légalement. Donc le résultat, c'est qu'ils vont souvent sur des mines qui appartiennent à des grandes entreprises et puis qui sont abandonnées pour en quelque sorte exploiter ce qui reste de cuivre et de cobalt dans ces mines. Il y a une des concessions de Glencore sur laquelle il y a des creuseurs artisanaux, et puis sinon il y en a d'autres qui entrent pendant la nuit sur leurs autres concessions pour aller voler des minerais. De facto, au niveau légal, c'est un vol. Le problème, c'est que les entreprises minières ont des polices du gouvernement et des polices privées, et il y a très régulièrement des tensions entre ces creuseurs et ces polices qui aboutissent à des morts d'hommes. Et quand il y a un accident, il y a eu un cas d'accident en février 2014, donc il y a un peu plus d'1 an, d'un homme qui s'appelle Mutombo Kasui qui a été tué en fait sur une concession de Glencore, sur la concession de Kamoto Copper Company, la même qui pollue. Quand on a appris le cas de ce décès, quand on était là-bas en mars 2014, on a rencontré la famille, les avocats de la famille, et selon la version de la famille, qui est la version que vous voyez sur la droite, Mutombo était accompagné en fait d'un ami. Ils ont traversé cette concession, non pas pour aller voler des minerais, ils allaient traverser la route pour aller de l'autre côté à une autre mine qui s'appelle Sicomine pour voir s'ils pouvaient trouver du travail. Quand ils sont revenus, il y a eu une descente de police parce qu'il y avait des creuseurs, ils ont été arrêtés et Mutombo a été tabassé par la police. Son ami a réussi à s'enfuir, il a été après faire une déposition auprès du juge. Et le lendemain, en fait, ils ont appris que Mutombo était mort. Selon la famille, il y a eu une première autopsie, et ensuite il y a eu une deuxième autopsie sur demande de la firme, qui a confirmé qu'en fait il était mort de lésions internes, donc de coups, de lésions résultant de coups. Selon le témoin qui ensuite a disparu de la nature parce qu'il a peur pour sa vie, les forces de sécurité privées de la firme étaient sur le site au moment de l'arrestation. C'est-à-dire qu'au moment où ils ont été arrêtés, il n'y avait pas seulement la police du gouvernement, mais aussi les forces de sécurité privées de l'entreprise. Selon la version de Glencore, qu'on a contacté quand on a appris ces faits, parce qu'on était en contact avec eux, Mutombo Kasui aurait été un creuseur qui était venu voler des minerais sur leur concession, qui a été relâché récemment de prison, qui était malade et est mort de maladie. Il y a eu une première autopsie, justement, la firme a contesté cette première autopsie. Ensuite, ils ont fait faire une deuxième autopsie qui a confirmé que c'était des coups. La firme a continué pendant longtemps à dire qu'il n'a pas reçu de coups, qu'il n'y avait pas de lésion interne. À un moment donné, les documents de la deuxième autopsie ont disparu, hein, finalement ils sont réapparus. À un moment donné, il y a quelqu'un qui allait à l'hôpital et qui a déclaré que le corps de Mutombo n'était en fait pas Mutombo avec la photo d'un autre homme. Donc il y a vraiment eu toute une série d'événements extrêmement étranges visant à démontrer, ou essayer de démontrer que le corps ne serait pas le bon, ou alors que cette personne ne serait pas morte du coup. Au moment où il y a eu en fait une information publique sur ce cas, au Congo et puis en Suisse par les œuvres d'entraide, il y a eu quelqu'un qui a approché la famille qui avait déposé plainte au Congo pour d'abord offrir 10 000 $, ensuite 40 000 $, ensuite 50 000 $, en proposant à la famille que s'ils retiraient leur plainte du Congo, ils recevraient plus d'argent. Dans le même temps, Purple Crusher et Raid ont été menacés de plaintes pénales par Glencore pour diffamation. Et puis il y a eu des pressions sur le CAJJ, qui est en fait le cabinet d'avocats qui travaille avec la famille de la victime, pour essayer de les décrédibiliser dans leurs compétences et dans leur travail. Au final, la famille n'a pas retiré sa plainte. À un moment donné, quand on leur a fait 50 000 $, ils ont presque voulu retirer la plainte et ils l'ont maintenue parce que l'intermédiaire disait d'abord vous retirez la plainte, ensuite on vous paye. Eux ils disaient d'abord vous nous payez, ensuite on retire la plainte. Parce qu'évidemment pour 50 000 $, c'est énorme pour une famille congolaise. Et puis finalement ça ne s'est jamais fait, l'intermédiaire ne voulait pas d'abord verser l'argent.
Donc la famille a maintenu sa plainte au Congo, mais le procès au Congo a abouti à la décision ou à la condamnation seulement des agents de la police gouvernementale. Donc c'est toujours comme ça au Congo, il y a eu plusieurs procès dans ce genre de situation contre des entreprises transnationales. C'est toujours la police du gouvernement et 2 individus ou 3 qui sont condamnés comme individus presque individuels, et les entreprises internationales sont toujours en fait déclarées non coupables ou finalement sorties des débat du procès. Selon nous et toutes les informations qu'on a eues, il était très clair dans cette situation que KCC et Glencore n'ont pas fait preuve de diligence suffisante et qu'ils avaient une responsabilité. Eux étant à dire que tout ça c'est la faute de la police du gouvernement. Nos polices ont nos agents ont bien fait. Selon notre témoin, enfin le témoin, les agents de la sécurité privée étaient sur place. Et surtout, selon toutes les informations qu'on a pu obtenir par la suite, c'est les agents de sécurité de Glencore qui ont commandé toute l'opération. Donc au fond, c'est eux qui ont commandé toute l'opération et la descente de camions mixtes où il y avait des gens de la police du gouvernement et des gens de la force de sécurité privée. Donc ils ont clairement une responsabilité dans ce qui s'est produit. Et cette responsabilité-là n'a jamais été reconnue. Et ils n'ont clairement pas pris toutes les mesures de diligence suffisantes pour que ce type de violence cesse sur leur concession, parce que ça arrive très régulièrement. Là, je vous ai détaillé un cas, on a plusieurs autres cas. En 1 an et demi, entre 2 rapports, on a eu 3 cas de personnes qui sont décédées et puis d'autres violences qui n'ont pas été exprimées des blessés. Voilà, mesdames et messieurs, c'est un plaisir d'être là. Chantal vous a présenté en grande ligne, quand même de façon assez détaillée au fond, le cas des violations des droits humains de Glencore au Congo, en RDC. Ce dont il faut que vous vous rendiez compte en premier lieu, c'est que des histoires comme ça, il y en a beaucoup. Nous, on a l'Organisation du développement, de défense des droits humains, régulièrement des histoires de ce style qui aboutissent chez nous, qu'on voit, certaines qu'on documente, qu'on peut ensuite sortir dans la presse, d'autres pas, où on voit que les sociétés suisses, qui ont leur domicile en Suisse, qui ont leur siège en Suisse, sont impliquées dans des violations de droits humains. Alors, face à la multiplication de ces cas, face aussi aux limites d'action politique qu'on pouvait avoir en Suisse pour essayer de convenir ce type de situation, on est arrivé à la décision récemment de lancer à plusieurs organisations, 66 organisations, une initiative qui s'appelle l'Initiative pour les multinationales responsables. Cette initiative, elle a été lancée avant-hier. Et on est ici au début d'une longue tournée de conférences où on va aller expliquer au fond ce qu'on veut faire avec cette initiative et demander aux gens de signer le texte qu'on propose. Avant que je m'engage plus avant, ce que je vais faire maintenant, c'est je vais vous expliquer un peu d'où elle vient cette initiative, qu'est-ce qu'il y a dedans, quel est son contenu, comment on est arrivé à la conclusion qu'il était nécessaire de lancer cette initiative. Mais avant de m'engager là-dedans, j'aimerais faire juste 1 minute de militantisme. Juste là, à côté de la sortie, vous avez des feuilles avec le formulaire d'initiative. Vous avez aussi des brochures de ce style-là qui sont l'argumentaire qui a été rédigé pour expliquer au fond ce que je vais vous raconter maintenant. C'est ici, de façon plus exhaustive que ce que je vais pouvoir vous dire ce soir. Si ça vous intéresse, servez-vous en sortant, prenez ces feuilles d'initiative, signez cette initiative, faites-la signer, n'hésitez pas. On a donc lancé cette initiative avant-hier et on a maintenant 18 mois pour récolter 100 000 signatures, c'est pas rien, on va de ce texte et réussir à faire effectivement avancer le débat politique sur ce sujet-là en Suisse. On a besoin de vous, on a besoin de gens qui sont convaincus, vous pouvez nous aider, faites-le, essayez d'y penser tout à l'heure quand vous sortez de la scène. La minute de militantisme est terminée et on y va un peu plus sérieusement avec le contexte de l'initiative. Ouais, pardon. Pourquoi cette initiative en Suisse? Si vous regardez la situation suisse, de l'économie suisse, vous vous rendez compte que la Suisse est le pays du monde dans lequel vous avez la plus grande densité de sociétés multinationales par habitant. C'est un pays où vous avez beaucoup de sociétés multinationales, toute une série de raisons sur lesquelles je n'entre pas ici, on peut peut-être revenir plus tard dans la discussion. Vous vous rendez compte aussi, et c'est un aspect qui est souvent oublié, que ces sociétés sont souvent actives dans des pays où la gouvernance est faible,
où l'environnement ou les droits humains sont fréquemment bafoués. Et donc, vous vous rendez compte de ce fait-là que la Suisse est un des pays qui est plus concerné par les dénonciations de violations de droits humains ou de règles environnementales, du point de vue de l'implication de ces sociétés. On a une étude assez récente de l'Université de Maastricht qui documente à peu près 1500 cas sur plusieurs années de dénonciation pour des violations. Et on voit effectivement, si on tient compte ensuite de la nationalité du pays dans lequel les sociétés impliquées ont leur siège, on voit que la Suisse est le 9e pays le plus concerné par ces dénonciations, ce qui est évidemment son commune mesure avec le poids démographique de la Suisse à l'échelle du monde. On voit donc ces implications des sociétés suisses dans les atteintes aux droits environnementaux, aux droits humains se multiplier. Il y a plusieurs cas, les plus célèbres, c'est le cas évidemment qu'on vient de documenter ici de Glencore en RDC, mais on avait un cas tout à fait semblable qui portait aussi sur Glencore, sur des histoires d'émissions de dioxyde de soufre, avec des valeurs qui dépassaient de plusieurs dizaines de fois les normes environnementales, les normes de l'OMS en Zambie. On a à la DB beaucoup travaillé sur des questions qui sont liées à l'utilisation d'un pesticide précis qui s'appelle le paraquat, produit par Syngenta, une société suisse. On a travaillé sur des questions, par exemple, liées au travail des enfants dans les plantations de cacao, et toujours, on a des violations de droits humains avec des sociétés exotiques concernées. Depuis 1990, à peu près, depuis la fin du XXe siècle, le discours dominant que vous aviez par rapport à l'activité de ces sociétés multinationales, qui s'était développée très rapidement, de dérégulation, de son point de vue aussi, libéralisation financière, le discours dominant consistait à dire au fond, on ne peut pas réguler ce que font ces sociétés-là, il faut compter sur leur bonne volonté. Il faut compter sur le fait que ces entreprises elles vont apprendre, elles font des choses de façon involontaire, qui ont des implications problématiques en termes de droits humains, de droits environnementaux. Il faut discuter avec elles, et puis elles vont quelque part, c'est leur propre initiative, chercher à minimiser leur impact, chercher à faire les choses bien, chercher à développer des mesures volontaires, des choses comme ça. C'est les belles années de la responsabilité sociale et environnementale des entreprises qu'on appelle la RSE, où les sociétés ont essayé de développer face aux tendances justement critiques qui commençaient à émerger sur leurs pratiques, tout ce discours disant on va tenir compte des critiques, on va les intégrer, de façon à éviter au fond qu'on développe une régulation encadrant réellement, de façon contraignante leurs activités. Depuis le début des années 2000, ou disons le milieu des années 2000 en tout cas, on s'est rendu compte que ces mesures volontaires, cette RSE, c'était une large part du vent, ou en tout cas que ces mesures volontaires étaient insuffisantes, pour deux raisons. La première raison, c'est qu'il y a toute une série de sociétés qui ne se sont jamais engagées effectivement dans ces mesures volontaires, qui n'ont jamais réellement voulu faire que les choses aillent mieux, continuer à être ce qu'on appelle un peu des moutons noirs, mais aussi pour une raison relativement simple, c'est que ces mesures volontaires, même pour les sociétés qui sont relativement progressistes, elles visent avant tout à développer une bonne communication, une bonne image de ces sociétés, elles évitent de pointer les problèmes, elles évitent de reconnaître leurs erreurs, et elles s'arrêtent toujours au fond au moment où réellement elles mettraient en danger les profits que les sociétés réalisent. Donc face à ce nous on est arrivé assez rapidement au constat qu'au fond ces mesures volontaires, cette responsabilité sociale des entreprises, c'était quelque chose qui était insuffisant. Et nous, on est arrivé assez rapidement à l'idée qu'il faut développer une régulation des devoirs contraignants pour ces sociétés avec des droits, avec un encadrement légal, avec un État qui va aussi voir ce que font ces sociétés. C'était quelque chose qui était inaudible dans le discours libéral de la femme au début des années 2000 et qui a effectivement commencé à être perçu de façon un peu plus favorable à partir du moment de la fin des années 2008-2009 où on s'est réveillé un peu de ce cauchemar néolibéral où on s'est rendu compte que l'État avait aussi des bons côtés. Ce qu'il faut souligner aussi, c'est que les appareils judiciaires dans les pays en voie de développement sont souvent très peu développés, donc l'accès à la justice pour les personnes qui ont fait des faits, des violations des droits humains, des dégâts environnementaux causés par ces sociétés multinationales est souvent très difficile. Ces sociétés, ces victimes ont énormément de peine à obtenir réparation, à ce qu'on connaisse leurs droits. Il y a des standards internationaux qui ont été développés, on va le dire, mais ces standards internationaux ne sont pas contraignants, ils ne sont jamais contraignants. Et disons, on était jusqu'à la fin des années 2000, la première décennie des années 2000, dans une situation où au niveau
de l'ONU, toutes les tentatives de développer une régulation internationale des activités des multinationales s'étaient heurtées à des échecs. Donc on était en gros dans cette situation où on voyait que les initiatives volontaires ne marchaient pas, mais où c'était difficile en même temps d'aller réellement de l'avant et faire des pas pour davantage de régulation. En 2011, tout ça a changé. Ça a été la suite, l'issue d'un processus assez long qui avait débuté dans une relative indifférence au milieu des années 2000. En 2011, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a accepté à l'unanimité des principes directeurs pour les entreprises et les droits humains. Ces principes directeurs, c'est un texte relativement neuf qui est parti d'un texte d'une quarantaine de pages, vous pouvez le trouver facilement, vous pouvez le PDF sur Internet assez facilement, qui en substance dit qu'au fond, du point de vue de la problématique générale des entreprises et des droits humains, il y a trois piliers qui, quelque part, doivent permettre de faire que les droits humains soient effectivement mis en œuvre aussi dans le domaine des activités économiques des entreprises. Un premier pilier qui concerne les États. Les États qui doivent protéger les droits humains, qui doivent s'assurer que les droits humains soient effectivement protégés, chacun dans leur limite de leur État national. Un deuxième pilier, et ça c'est quelque chose de relativement nouveau, qui dit que les firmes, les sociétés, les entreprises elles-mêmes doivent respecter les droits humains, qui donne un certain nombre de devoirs aux entreprises en matière de droits humains. On va y revenir, je vais développer là-dessus dans un petit moment, mais ça c'était quelque chose qui était réellement nouveau. On avait ici un changement de paradigme, mais effectivement, en matière de ces principes directeurs, fixe un certain nombre de devoirs précis pour ces sociétés. Il y a un troisième pilier, qui est le pilier qui porte sur la réparation des violations des droits humains, et qui dit qu'effectivement, les victimes doivent avoir des voies de recours judiciaires et extrajudiciaires pour obtenir justice et réparation dans le cas où, par exemple, les infractions aux droits humains et les infractions à l'environnement sont constatées. Le mot qui résume pratiquement ces principes directeurs, c'est cette appellation de smart mix, l'assortiment judicieux, qui a été utilisé par le professeur Regui, dont vous avez une photo ici, qui était le représentant spécial des Nations Unies qui s'occupait des dictées, ces principes directeurs adoptés en 2011, et qui a expliqué que, de son point de vue, la mise en œuvre de ces principes directeurs devait reposer à la fois sur les initiatives volontaires venant des sociétés, mais aussi sur le développement d'un cadre légal, donc une régulation de la part des États. Et ça, c'est cet assortiment judicieux de mesures volontaires et contraignantes, c'est au cœur de ces principes directeurs de l'ONU adoptés en 2011. C'était quelque chose de relativement nouveau qui a lancé une dynamique internationale qu'on observe encore aujourd'hui, parce qu'au fond, on est dans le droit mou, dans le droit international. C'est des principes non contraignants de l'ONU, mais qui ensuite doivent être transcrits dans le droit de tous les pays membres de l'ONU, et ça a donc donné lieu à ces fameux plans d'action nationaux. La Suisse est en train de rédiger le sien, qui vise à couler, à faire entrer dans les plans nationaux ces différents principes, ce nouveau concept, quelque part, des principes directeurs. C'est une évolution qui est en cours dans plusieurs étapes, en Suisse aussi, mais pas seulement en Suisse. Comment maintenant est-ce qu'on transcrit ces principes directeurs dans le droit national. Au cœur de ces principes directeurs, vous avez un instrument. Cet instrument, c'est le devoir de diligence en matière de droits humains, Human Rights Due Diligence en anglais, dont le but est d'empêcher les violations des droits humains. C'est une recommandation centrale des principes directeurs qui dit, voilà, les sociétés, on est ici dans le deuxième pilier qui concerne le devoir des sociétés de respecter les droits humains, les sociétés doivent mettre en œuvre c'est un devoir de diligence, ou un devoir de diligence qu'ils doivent mettre en œuvre pour essayer d'identifier les risques de violation des droits humains, pour agir en fonction de ces risques identifiés, mettre un terme aux violations qu'elles constatent, prévenir des violations qui pourraient subvenir, et puis elles doivent aussi rendre compte, publier des informations à ce sujet, autant sur les risques qu'elles constatent, les identifient, que sur les mesures qu'elles prennent. Donc si vous voulez, ça c'est l'instrument central des principes directeurs concernant le deuxième pilier, la mise en œuvre de ces principes directeurs par les entreprises. On dit clairement, voilà, les sociétés ici ont un certain nombre de devoirs. En clair, ce qu'on demande, c'est ici rien d'autre que ce que les sociétés assument leurs responsabilités par rapport aux droits humains. Ce qui est intéressant avec ces principes directeurs, c'est deux choses. D'abord, la première chose, c'est que c'est un changement de paradigme complet. Jusqu'ici, les sociétés avaient
du point de vue du droit national, du point de vue maintenant, si vous regardez le code des obligations en Suisse, des obligations uniquement par rapport à leurs actionnaires. Et c'était dans une situation où le but, la raison d'être quelque part d'une société, c'était de maximiser le profit qu'elles allaient déverser à leurs actionnaires. À long terme, ou pas, ça dépend ensuite des stratégies des entreprises, mais au fond, elles n'avaient pas d'autres devoirs. Elles avaient évidemment un certain nombre de devoirs qui étaient d'analyser les risques, mais les risques qu'elles analysaient, c'était toujours les risques pour l'entreprise, les risques que, quelque part, leurs activités puissent être nuisibles au modèle d'affaires de l'entreprise et au profit qu'à long terme, ils allaient pouvoir donner à leurs actionnaires. Ici, on a un changement de paradigme complet. On est dans une situation où on dit, du fait de ces droits, de ces principes directeurs, les sociétés ont un certain nombre d'autres devoirs, elles doivent respecter les droits humains, et elles doivent se demander activement quel peut être l'impact négatif de leurs activités pour les humains, pour les victimes, plus pour elles-mêmes, mais pour les victimes, pour les personnes qui sont quelque part concernées par leurs activités. Donc, du point de vue du droit international, ici, on a un changement de paradigme complet. La deuxième chose qui est assez notable dans ces principes directeurs, et c'est quelque chose pourquoi les organisations non gouvernementales ont poussé nos consultations qui ont eu lieu autour de la rédaction de ces principes directeurs, c'est qu'ils ne sont pas seulement valables pour une société en tant que telle, mais ils sont valables pour l'ensemble de leurs relations d'affaires, toute la chaîne d'approvisionnement, et donc bien évidemment aussi les filiales des sociétés concernées. C'est un élément très important pour nous rendre compte que nous, comme organisation, on se casse systématiquement les dents lorsqu'on essaye d'attaquer une multinationale, quelle que soit la raison pour laquelle on attaque, que ce soit pour des questions qui ont trait à des violations de droits humains ou qui ont trait à des combines fiscales, au fond on se casse souvent les dents sur le fait que ces multinationales sont organisées avec des groupes de sociétés nationales enchâssées les unes dans les autres. Et lorsque, par exemple, comme dans le cas de la RDC, on est confronté aux activités d'une filiale de Glencore en République démocratique du Congo, du point de vue du droit, cette société a une personnalité juridique qui est congolaise, qui a des responsabilités dans l'État congolais, et même si l'ensemble de ces dividendes, l'ensemble des profits que cette société réalise sont quelque part rapatriés à Zug, les profits de la société mère qui est en Suisse, il est très difficile d'attaquer la société suisse pour ce que fait quelque part sa société filiale au Congo. Du point de vue du droit, c'est deux objets juridiques distincts qui ont chacun leur propre responsabilité. La société mère en Suisse n'a pas de responsabilité par rapport à ce que fait sa filiale au Congo ou ailleurs dans le monde. Et donc cet écueil, cette difficulté ici a été pour une première fois brisée dans le domaine des droits humains par ces principes directeurs qui disent clairement une société multinationale n'a pas seulement des responsabilités du point de vue de son pays, du pays dans lequel elle a son siège, de son domicile, mais elle a une responsabilité aussi du point de vue de ce que font ses filiales à l'étranger, du point de vue de ses activités sur l'ensemble de ses relations d'affaires, donc aussi ses partenaires, les personnes qui les financent ou qu'elles financent, l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, c'est-à-dire ses fournisseurs, ses sous-traitants. Et du point de vue de son devoir de diligence, elle va mesurer son impact sur les droits humains en tenant compte maintenant de l'ensemble de ses relations d'affaires. Et ça, c'est quelque chose, c'est un paradigme complètement nouveau, c'est quelque chose qui a été une réelle avancée du point de vue de la façon dont on comprend les responsabilités des multinationales. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé du point de vue de la politique suisse? En 2010, une première coalition d'organisations non gouvernementales a été formée, qui était cette coalition Droits sans frontières. Vous avez peut-être entendu parler, l'un ou l'autre. Elle a lancé à l'automne 2011 une grande campagne qui était la campagne Droits sans frontières, dont le cœur était une pétition réclamant un accès à la justice, un meilleur accès à la justice pour les violations, pour les victimes de violations de droits humains, disons des victimes d'activités de sociétés suisses, et l'introduction d'un devoir de diligence pour ces mêmes sociétés. Cette pétition, ça a été un grand succès, tiens, je vais me dire, voilà, pardon. Cette pétition, ça a été un énorme succès. En 7 mois, cette coalition, dans laquelle vous aviez plus d'une cinquantaine d'organisations, a réussi à recueillir plus de 135 000 signatures. Donc, cette pétition a été remise ensuite au Chambre fédérale. On est en 2012. Et sur cette base-là, la coalition Droits sans frontières, entre 2012 et 2014, a fait un intense travail pour essayer de dire « coucou ». On est dans le contexte de l'adoption de ces droits, de ces principes directeurs. Coucou, les principes directeurs ont été adoptés par l'ONU. Maintenant, il s'agit de les transcrire dans le droit national suisse.
et notamment ce fameux devoir de diligence. Ce serait bien si le Parlement se réveillait et légiférait sur ces questions-là. Nous, on a fait un travail de lobbying intense à Berne, Chantal, notamment, c'était le principal lobbyiste de la coalition dans cette période-là, pour essayer de faire que les autorités suisses prennent leurs responsabilités au sérieux et adoptent les principes directeurs transcrits dans le droit national. On a eu un certain nombre de résultats, en particulier parce que le Parlement a reconnu les problèmes, la responsabilité de la Suisse aussi, du point de vue de l'activité de ces sociétés multinationales. Les autorités suisses ont reconnu aussi que les principes directeurs de l'ONU étaient le cadre de référence qu'il s'agissait d'appliquer pour discuter de la responsabilité des sociétés multinationales. Les processus de diligence tels qu'ils sont décrits dans les principes directeurs de l'ONU ont été reconnus comme des mécanismes centraux pour la mise en œuvre de ces principes directeurs. Il y a même eu sur un élément précis de la déclaration du Conseil fédéral dans laquelle on disait on est disposé à légiférer, c'est la fameuse histoire du reporting non financier, c'est un terme barbare qui désigne l'obligation pour les sociétés de publier, de rendre compte des mesures qu'elles prennent en matière de droits humains. Sur l'accès à la justice, il y a un postulat qui a été déposé qui a eu un travail administratif toujours en cours. L'administration prévoit ici de prendre un rapport sur la question de l'accès à la justice en Suisse, donc pour les victimes de violations des droits humains. Et là, on a donc réussi à obtenir un certain nombre de succès, de résultats, grâce en premier lieu au travail effectué dans cette large coalition de façon frontière et au succès de cette pétition, 135 000 signatures en 7 mois. En même temps, voilà, ici, une ou deux déclarations du Conseil fédéral où on voit un peu voilà, que quelque part cette thématique a été reconnue, elle est arrivée sur l'agenda politique. Le Conseil fédéral a dit dans un rapport publié en mai 2014, donc un peu moins d'une année, en tant que siège de nombreuses entreprises internationales, la Suisse assume une grande responsabilité en matière de respect des droits de l'homme et de protection de l'environnement, en partie vis-à-vis des pays qui ne respectent pas suffisamment les principes de l'état de droit. Cette responsabilité est engagée en cas de violation des droits de l'homme et de pollution commise dans ces pays par les entreprises suisses, violations qui peuvent entacher l'image de notre pays. Donc ils sont allés assez loin en disant même que c'est au fond quelque chose qui peut nuire à la réputation de la Suisse. Il y a donc ici une nécessité de faire quelque chose où on n'est pas indifférent. Voilà en gros jusqu'où on est arrivé. Mais en même temps, on s'est heurté à un certain nombre de limites très claires. La première, c'est que le Conseil fédéral a toujours refusé de légiférer dans ce domaine. Le Conseil fédéral a toujours dit, ok, nous, on voit le problème, d'accord avec le principe directeur, très bien qu'il existe, mais on ne fera pas de loi pour obliger les sociétés à les mettre en œuvre. On veut qu'ils les mettent en œuvre sur une base volontaire. On va les motiver à les mettre en œuvre, on va leur dire que c'est important, on va les inciter, mais on ne veut pas faire de loi, on ne veut pas légiférer dans ce domaine-là. Pourquoi? Parce que ça nuirait quelque part aux conditions cadres de l'économie électrique, et on n'est pas disposé à payer ce prix-là, c'est quelque chose qui est probant pour nous. Le Conseil fédéral, de façon générale, n'a jamais été disposé à faire de pionnier dans ce domaine-là, en dépit de la responsabilité particulière de la Suisse, en dépit du nombre important de sociétés multinationales présentes en Suisse, caractère, c'est problématique de leur activité. Au mieux, et vraiment au mieux, le Conseil fédéral est disposé à imiter après coup ce qui se fait dans d'autres pays. De façon générale, donc, la politique électrique reste relativement cohérente, et un autre élément qu'on peut souligner aussi, c'est que l'accès à la justice demeure très difficile. Dans cette situation-là, nous, on est arrivé à la conclusion qu'on avait tiré plus ou moins tout ce qu'on pouvait du travail parlementaire, du travail de lobbying usuel qu'on pouvait faire sur la base de cette pétition, et on a commencé à réfléchir à la possibilité, il y a une année déjà, la possibilité de lancer une initiative populaire pour essayer d'aller un petit peu plus loin, dépasser quelque part les blocages parlementaires auxquels on se heurte avec la majorité parlementaire actuelle. Il y a deux éléments là qu'on a pris en considération. Le premier élément, c'était qu'on avait fait une bonne expérience avec notre pétition. Une initiative, ça veut dire qu'on va être capable de réunir 100 000 signatures. Avec notre pétition, on avait réussi à en réunir 135 000. Donc on s'est dit, bon, au fond c'est possible, c'est quelque chose qui est à notre portée. C'est un peu différent parce que n'importe qui peut signer une pétition. Alors que l'initiative doit avoir le droit de vote en Suisse, donc c'est au niveau fédéral, donc c'est un peu différent. Mais on s'est dit, ok, cette coalition de 50 ONG, si on les toffe un peu, elle est capable d'amener une initiative en balation. Donc ça, c'était un élément qui nous a beaucoup poussé. Et le deuxième élément qui nous a beaucoup poussé aussi, c'est qu'on s'est rendu compte, et ici je ne vais pas développer, mais je pourrais le faire si ça vous intéresse après dans les discussions, que le fait de lancer une initiative, c'était quelque chose qui avait beaucoup de poids aussi dans les débats politiques. Même si une initiative,
c'est difficile de la faire aboutir, peu d'initiatives aboutissent, si on parle de l'histoire suisse, sur les 200 et quelques initiatives qui ont été lancées, vous en avez un tout petit pourcentage, quelque chose comme 8-10% qui ont effectivement abouti, beaucoup d'ailleurs ces dernières années. Par contre, vous vous rendez compte que l'effet politique de ces initiatives est élevé. Donc le fait d'avoir une épée de Damoclès qui pèse au-dessus des débats parlementaires, ça permet souvent de faire avancer, de placer une diplomatique à l'agenda international, mais aussi d'obtenir de meilleurs résultats du point de vue du travail de lobbying usuel. Donc on s'est dit c'est une bonne chose, on a intérêt ici à aller de l'avant. Il faut savoir qu'une initiative populaire, c'est long. Hein. On a 1 année et demie pour récolter des signatures, ensuite vous avez 3-4 ans à attendre avant qu'elle arrive en votation. Ensuite, vous avez encore la phase de mise en œuvre avec les discussions sur la législation d'exécution. Donc on s'est dit, ok, si on lance une initiative, on va quelque part créer un lieu fort de la politique et de l'éthique pendant plusieurs années. C'est dans cette situation-là qu'on a décidé de lancer cette initiative pour les multinationales responsables, qui a été lancée donc, il y a 2 jours, mardi passé, avec un texte que Chantal va vous présenter. Pardon, d'abord il faut que je vous dise un peu 2-3 choses. Donc on a créé un comité, c'est un comité d'initiative relativement large qui soutient cette initiative, avec plusieurs personnalités comme Luc Marty, vous connaissez peut-être, Micheline Camirel, ancienne conseillère fédérale, Cornelio Somalia, président du CICR, bref, et évidemment les représentants des ONG, principales ONG qui soutiennent cette initiative. Au total, vous avez plus de 60 organisations, 66 organisations qui soutiennent cette initiative, avec des représentants des œuvres d'entraide, des représentants des églises, des syndicats, des investisseurs éthiques, des organisations de défense des droits humains, donc c'est ou environnemental, Greenpeace, le WWF, donc c'est vraiment un patchwork de plusieurs organisations qui ont lancé maintenant cette initiative. On en vient au texte de l'initiative et je laisse Chantal parler de nouveau. Donc ça c'est vraiment le texte que vous trouvez sur les documents imprimés, que vous allez faire. Vous allez signer, on l'espère, pour faire signer à d'autres personnes. Il est relativement long pour un texte constitutionnel, c'est-à-dire pas tous les textes d'initiative sont aussi longs. Il est aussi long parce qu'après avoir discuté avec énormément de juristes et d'experts, on a essayé d'avoir une formulation assez précise pour que la législation d'application suisse ne puisse pas aller dans une direction qui soit vraiment pas ce qu'on veut. Donc ça aboutit à ce texte qui a 2 articles. Le premier article dit simplement le principe général de l'initiative, donc que la Confédération doit prendre des mesures pour que l'économie ou les entreprises respectent davantage les droits de l'homme et l'environnement. Et c'est dans le 2e article que les choses se précisent. Dans le premier point, au fond, on dit simplement qu'est-ce que c'est une entreprise suisse. Donc à qui est-ce que ce texte s'appliquerait s'il était accepté par le peuple. Et au fond, il y a déjà dans le Code des obligations, donc dans le droit des sociétés, pardon, le Code des obligations, pardon, dans la Convention de Lugano, qui est une convention que la Suisse a signée, il y a déjà la définition de qu'est-ce que c'est une entreprise qui fait partie d'un État. Elle est définie soit qu'elle a son siège statutaire, donc ça c'est en quelque sorte quand une entreprise s'enregistre au registre du commerce, où est-ce qu'elle écrit qu'est son siège statutaire, on trouve ça aussi comme information dans ses statuts, ou sinon où est leur administration centrale. Donc l'administration centrale c'est le centre de décision, c'est là où s'élabore la volonté de l'entreprise, ou encore l'établissement principal, donc là où il y a les principales activités. Si on reprend le cas de Glencore par exemple, le siège statutaire de Glencore est aux îles Jersey, c'est-à-dire que Glencore, pour des raisons fiscales, comme beaucoup d'entreprises, a établi son siège statutaire dans un paradis fiscal. Par contre, l'administration centrale et l'établissement principal de Glencore est clairement en Suisse, parce que c'est vraiment en Suisse que sont prises les décisions et que le centre de décision de Glencore. Donc, Glencore serait couvert par cette initiative. Le deuxième point, c'est ce que Olivier au fond a introduit auparavant avec Ruggie et avec ce que Ruggie a apporté en termes de changement de paradigme, c'est que les entreprises doivent respecter également à l'étranger les droits humains et les normes environnementales. Donc ça c'est vraiment crucial, cette notion de à l'étranger. Évidemment pour les activités en Suisse, on a quand même la loi sur la protection de l'environnement, le code du travail, on a un certain nombre de législations qui fonctionnent plutôt bien, même si elles ont des lacunes en Suisse. Donc c'est le cœur vraiment du texte de l'initiative.
Quand on parle de droits de l'homme internationalement reconnus, c'est aussi important parce que Ruggie a fait tout un processus déjà pour dire au fond quels droits humains s'appliquent aux entreprises. Ça a été un très grand débat parce que si vous voulez, les textes des Nations Unies s'appliquent aux États qui doivent ensuite élaborer des lois qui s'appliquent aux entreprises. Et il n'y a pas aujourd'hui un droit international qui s'applique directement aux entreprises. Donc tous les textes et les droits humains qui ont été élaborés au sein des Nations Unies, en principe, ils s'appliquent à des États qui doivent ensuite les faire respecter par leurs citoyens ou par eux-mêmes les respecter ou par leurs entreprises. Or, Ruggie, il a justement fait ce travail sans faire lui-même un texte juridique de réflexion pour dire quels sont quand même les droits humains qui s'appliquent aux entreprises et que les entreprises sont tenues de respecter. Et comme ces principes directeurs sont le fruit de 5 ans de travaux, il a beaucoup consulté aussi les ONG, les syndicats, mais aussi tous les lobbies économiques, notamment la International Chamber of Commerce. Cette notion-là de qu'est-ce que c'est les droits de l'homme internationalement reconnus qui s'appliquent aux entreprises est l'objet d'un large consensus, et l'initiative vraiment reprend ce large consensus. On entend par là, en fait, le pacte 1 et 2 des Nations Unies, donc tous les droits civils et politiques, mais aussi les droits sociaux, économiques et culturels. On entend les conventions de base aussi de l'OIT, donc les droits fondamentaux du travail tels qu'ils étaient édictés dans une déclaration de 1998 de l'OIT. Donc vous avez quand même un éventail assez large de droits humains qui sont inclus dans cette définition de droits humains internationalement reconnus. C'est aussi très important pour dire qu'au fond, on n'essaie pas d'extraterritorialiser le droit suisse. On se base sur maintenant des droits qui sont reconnus par tous les États, qui sont reconnus comme étant aussi à respecter pour les entreprises, et c'est ça qu'on demande aux entreprises suisses de respecter. Donc on n'invente rien de nouveau, on n'ajoute pas de nouveaux devoirs qui seraient des devoirs uniquement définis en Suisse à des sociétés dans leurs activités à l'étranger. On parle aussi des normes environnementales internationales. Ça sera au législateur de définir exactement qu'est-ce qu'on entend par là, parce que dans le domaine de l'environnement, c'est vrai qu'il n'y a pas eu un processus comme Ruggie, et que c'est encore en partie moins clair qu'est-ce qu'on entend comme normes internationales qui s'appliquent aux entreprises. Néanmoins, c'est quand même clair que juridiquement, il y a un certain nombre de conventions qui ont été passées entre les États au niveau de l'environnement, il y a un certain nombre d'accords internationaux qui ont été passés dans les organes des Nations Unies sur les questions environnementales, et que ces accords internationaux sont inclus dans la définition des normes environnementales internationales. Au fond, je reviendrai ensuite après sur la notion de contrôle. Ce que dit le texte de l'initiative, ensuite dans le point B, c'est que toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, quelle que soit leur relation d'affaires, quel que soit leur domaine d'activité, doivent respecter les droits humains et doivent faire un devoir de diligence pour ne pas violer les droits humains et les normes environnementales. Donc là encore, vous avez certainement fait le lien, on reprend exactement le concept de Ruggie que Olivier vous a présenté. Donc on dit, toutes les entreprises, quelle que soit la taille, leur domaine d'activité, doivent faire ce processus de diligence raisonnable. Au fond, on reprend Ruggie, on dit simplement Ruggie doit devenir obligatoire. Qu'est-ce que c'est le devoir de diligence? On l'a aussi mis dans le texte constitutionnel parce que c'est quand même assez fondamental. Là encore, on a repris exactement ce que Olivier vous a présenté. Pour faire un devoir de diligence, une entreprise doit faire une étude d'impact. Par exemple, Glencore au Congo, ils ont fait une étude d'impact environnemental et social, c'est même exigé par le droit congolais. Donc en principe, on n'a jamais eu accès. En principe, ils disent que ces documents sont publics, mais depuis 4 ans qu'on demande, que les communautés demandent, on ne l'a jamais vu. Donc on ne peut pas savoir à quel point il est exhaustif, mais sans doute que ce n'est pas là qu'il y a les principaux problèmes. Ensuite, une fois que l'entreprise a analysé les problèmes, ils doivent prendre les mesures, donc ils doivent agir pour éviter de commettre des violations des droits humains et environnementaux, ou pour faire cesser celles qui existent. Dans le cas de Glencore, on verrait clairement que, par exemple, sur la pollution de la rivière Lulu, ils n'ont pas pris toutes les mesures nécessaires vu qu'ils continuent de polluer, pour donner un exemple concret. Et troisième point, ils doivent rendre compte des mesures qu'ils ont prises pour faire cesser les violations. Et cet aspect de communication est extrêmement important aussi pour toutes les communautés sur place, pour qu'elles soient informées. Au Congo, les gens, ils sont dans des villages, ils n'ont même pas l'électricité, ils ne savent absolument pas quels sont leurs droits, qu'est-ce que les firmes font. Il y a un énorme manque d'accès à l'information.
Et en fait, cette information transparente de la part des firmes est extrêmement importante pour les ONG et pour les communautés locales. Et là encore, ça fait simplement, c'est simplement une reprise du concept de ROI. Elles doivent faire ce travail sur l'ensemble de leur relation d'affaires. Donc là encore, on reprend ROI. Et ce qu'on a ajouté, c'est non pas de dire les PME sont exclus de ce devoir de diligence, mais c'est de dire au fond, pour les PME, il faudrait que le législateur tienne compte de leurs besoins particuliers. Et ce qu'on a voulu dire par là, c'est qu'il y a un certain nombre de PME qui sont dans des activités à risque, par exemple des entreprises de diamants ou certaines petites entreprises de négoce, pour donner un exemple, ou des entreprises de sécurité privée. Même si elles sont petites, elles ont beaucoup d'activités à l'étranger qui peuvent être à l'origine de violations graves des droits humains, voire même de mort de personnes. Donc ces PME-là, elles doivent faire un processus complet de diligence. Par contre, il y a toute une série de PME actives en Suisse pour lesquelles il faudrait faire un processus allégé de diligence pour pas que chaque petite PME doive faire tout ce travail. Donc vraiment la première chose pour une PME, ça serait d'évaluer son risque. Et si le constat est non, au fond, j'ai très peu de risques, il y aurait quelque chose d'allégé comme procédure. On demande aux législateurs, disons, de mettre en œuvre ça. Le troisième point traite au fond de la notion des entreprises qui contrôlent une autre entreprise. Donc au fond, toutes les entreprises, quelle que soit leur relation d'affaires, doivent faire le devoir de diligence. Et dans le cas particulier où une entreprise suisse contrôle une autre entreprise, alors il y a comme une possibilité de sanction où il y a comme un impact plus grand du texte de l'initiative. Comment est-ce qu'on définit la notion de contrôle? On a introduit deux notions dans le texte d'initiative. La première, on a repris vraiment une notion qui existe déjà dans le droit des sociétés actuelles, donc qui définit juridiquement la notion de contrôle au sens juridique. C'est quand une société a la majorité des actions, quand elle peut nommer la majorité des membres, par exemple, du conseil d'administration. Dans le cas de Glencore, par exemple, on voit que c'était le cas. KCC, ils ont 75% des actions, ils ont nommé 4 personnes sur 8 du conseil d'administration. Donc là, on pourrait dire que Glencore contrôle sa filiale au Congo finalement. On a introduit aussi une autre notion qui est la contrôle de fait, le contrôle économique. C'était pour nous très important d'introduire cette notion parce qu'au fond, tous les cas qui sont des cas plus de relations d'affaires mais pas de filiales entrent plutôt dans cette catégorie. Si vous pensez par exemple à une entreprise qui vend des t-shirts en Suisse, que ce soit un niveau ou une autre entreprise, Switcher, bon Switcher c'est pas donné exemple, mais une marque de chaussures, Bata, ces entreprises-là vendent des produits qui sont fabriqués dans des usines en Chine ou ailleurs qui ne leur appartiennent pas. Donc ils ont des fournisseurs, ils sont le plus souvent pas actionnaires de ces usines. Ils font des contrats d'achat avec ces usines, souvent en Suisse ils font le design des vêtements et ils les font exécuter. Donc là on n'a pas une notion de contrôle au sens juridique du terme. Par contre, ce qu'on a introduit avec cette notion de pouvoir économique, c'est de dire si l'entreprise prend par exemple 50% des commandes d'une usine en Chine, elle a un pouvoir économique déterminé. Et dans ce cas-là, il y a de facto un pouvoir économique. Donc c'est en quelque sorte une nouvelle notion qu'on a introduite pour inclure plus de cas de figure dans la notion de contrôle et dans la notion de sanction qui découle du contrôle. Donc on dit au fond, quand une entreprise contrôle une autre entreprise, à ce moment-là, il y a une possibilité de sanction. Cette possibilité de sanction, elle est nécessaire à notre avis, et selon les années d'études de terrain qu'on a faites, pour rendre une obligation légale efficace. C'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas de sanction, les entreprises bougent très lentement. Et cette sanction-là, pour nous, est vraiment un mécanisme de mise en œuvre de la diligence. Donc au fond, ce qu'on dit, c'est si une entreprise contrôle une autre entreprise, juridiquement ou économiquement, et si une violation des droits humains se produit, ou bien une pollution massive de l'environnement, alors les victimes peuvent déposer plainte contre cette entreprise en Suisse.
Et là, on ouvre la porte de l'accès à la justice pour les victimes dans ce cas de figure précis. Maintenant, il y a pour la firme, et c'est aussi dans le texte, la possibilité de démontrer qu'elle a pris toutes les mesures de diligence nécessaires. Et si elle arrive à le démontrer, alors elle sera déclarée coupable. Ce qui est intéressant dans cet article-là, c'est que dans le droit civil, en principe, ce texte constitutionnel devrait être mis en ligne dans le droit civil, c'est toujours à ceux qui déposent plainte de démontrer l'erreur ou la violation qui a eu lieu. Et dans ce texte-là, on a en fait inversé le fardeau de la preuve, donc c'est à la firme de démontrer qu'ils ont mis en œuvre le devoir de diligence. Et donc c'est à eux de démontrer qu'ils ne sont pas coupables et non pas à la victime de démontrer qu'ils sont coupables. Évidemment, dans le procès, après, il faut quand même démontrer qu'ils sont coupables et que leurs arguments pour montrer qu'ils ne sont pas coupables n'ont pas fonctionné. Mais si on reprend le cas de Glencore au Congo, ils devraient en quelque sorte prouver en quoi ils ont fait toutes les mesures de diligence. Ils devraient donc aussi divulguer des informations et des documents qu'ils refusent de nous divulguer, qui seraient extrêmement intéressants à voir. Et nous, ensuite, on devrait prouver, via les images satellites et autres, qu'au fond, en avril 2012, ils avaient dit qu'ils avaient complètement arrêté la pollution, que c'était pas vrai, que le bassin de rétention n'est pas le bon, qu'ils ont pris une autre photo, qu'en 2013-2014, ils ont continué à polluer, alors qu'ils écrivaient dans tous leurs textes que toute pollution avait cessé. Mais eux, avant, ils doivent démontrer en fait tout ce qu'ils ont fait et donc aller beaucoup plus dans le détail aussi des informations qu'ils donnent. Et le dernier point, c'est un point un petit peu obscur. Au fond, c'est simplement une précision juridique parce que si vous avez une violation des droits humains qui a eu lieu au Congo et qu'il y a une plainte en Suisse, le législateur doit utiliser le droit congolais pour juger le cas. C'est comme ça, c'est des règles de droit international, c'est-à-dire que c'est le droit du pays où a eu lieu le délit qui est utilisé pour juger le cas, sauf de très rares exceptions. Et au fond, le point D vise simplement à dire que, quel que soit le droit qu'on utilise, tout ce qui est évoqué avant est valable. Donc c'est au fond de dire que même si dans le droit congolais, il n'y a pas l'exigence d'un devoir de diligence, il est quand même utilisé pour juger le cas selon les articles A, B et C. Et pour le reste, on utilise le droit congolais. Donc c'est un peu une précision juridique, mais qui était importante pour pas que tout à coup l'initiative soit mise en œuvre et qu'on se retrouve finalement avec rien. Je passe rapidement sur ces deux dias, qui reviennent sur quelque chose que Chantal a déjà beaucoup expliqué, c'est l'histoire de contrôle de fait, contrôle économique, contrôle de choses. Et je termine là-dessus, après je propose une nouvelle discussion. Quelles sont les raisons de cette initiative? Bon, je pense qu'avec la présentation qu'on vous a faite ce soir, vous en avez déjà un certain nombre en tête, mais la première raison pour nous, c'est, et le premier but qu'on poursuit, c'est qu'on aimerait réellement parvenir à protéger les droits des personnes et préserver l'environnement, aussi pour les activités des sociétés suisses à l'étranger. Pour nous, c'est clair, les droits humains, c'est quelque chose qui est universel, qui vaut partout, c'est les conditions d'une existence digne, et on est persuadé du fait que, lorsque les sociétés suisses profitent quelque part de l'absence de régulation dans d'autres pays, du fait que là, on peut infiniment violer les droits humains, on a une responsabilité, elles ont une responsabilité, elles doivent faire face à leur responsabilité en Suisse, et que cette responsabilité s'étend évidemment à leur filiale dans l'industrie financière. La deuxième raison, c'est que cette initiative, c'est une initiative qui a, à notre sens, dans la façon dont elle est conçue, un fort effet préventif. On est ici avec un instrument où on ne met pas simplement en œuvre un mécanisme de sanction des sociétés qui commettent des violations, on n'est pas simplement dans une logique où on essaye de faire payer aux sociétés les violations qu'elles commettent, on est dans une logique où on essaye de les forcer elles-mêmes à prendre des mesures pour éviter que ces violations surviennent. Donc on est dans une logique où on essaye autant que possible de prévenir plutôt que de devoir guérir. C'est ça qu'on vise lorsqu'on leur propose de connaître et limiter leurs propres risques, et on espère aussi que c'est quelque chose qui permettra de façon positive de préserver l'image des entreprises et de la Suisse à l'étranger. Le troisième élément, c'est que pour nous, on est confronté aussi à des situations où on a des écarts importants au sein d'une même branche d'affaires
entre les pratiques d'une société X et celle d'une société Y. On a des sociétés qui essayent de faire dans l'industrie du vêtement, par exemple, c'est quelque chose d'assez clair, on fait des rankings régulièrement, et on a des sociétés qui essayent de faire des choses bien, qui essayent d'être progressistes, mais qui elles-mêmes se trouvent dans une situation où elles mettent leur propre survie économique en danger quelque part si elles vont trop loin, parce qu'elles se retrouvent désavantagées, elles ont des coûts excessifs par rapport à ceux de leurs concurrents qui font rien. Donc pour nous c'est clair, les entreprises honnêtes, les entreprises qui font les choses bien, profiteront au fond de ça, parce qu'il y aura une obligation légale, un standard minimal légal mis en œuvre pour tout le monde, les sociétés doivent faire. Et là, ça nous permettrait, de notre point de vue, de régler le problème quelque part des sociétés irresponsables que ces sociétés-là représentent pour l'ensemble de leur secteur d'activité ou de leur branche parfois. On vend aussi cette initiative, au fond, ça permettra de mettre en œuvre une qualité suisse en matière de respect des droits humains, du point de vue des activités des sociétés. Et puis, le dernier élément qui est un atout important, on s'attend à ce qu'on ait des reproches sur le fait qu'on crée une série de devoirs, de coûts supplémentaires pour les sociétés. Il nous semble que ce n'est pas le cas. Plusieurs sociétés, déjà aujourd'hui, disent d'ailleurs qu'elles veulent mettre en œuvre ces principes directeurs. Mais surtout, un élément qui me semblait important, c'est de réussir à mettre en place, à mettre en œuvre ces mécanismes sans avoir recours à une bureaucratie excessive, à un appareil d'État chargé de contrôler la mise en œuvre de ce que les sociétés s'engagent à faire, de ce qu'elles devront faire au point de vue de la loi. Et c'est ça, ce mécanisme de responsabilité civile, où elles courent simplement un risque juridique élevé si elles ne remplissent pas leur devoir de diligence. J'espère que ce sera quelque chose qui permettra, qui sera un argument favorable, qui permettra de façon favorable à adopter cette initiative.